Quelle que soit la
led us here, out in the middle of nowhere. If our sources were correct, we were closing in on a military installation, a hidden base for a top-secret government space program, one that's been sending people to Mars. I heard that they reverse engineered it in the 60s. You're saying reverse engineered from an ET craft, right? Absolutely. What's the range and capability of these starships? Do you have any idea? They can do anything they want. You know, if you got ET technology, it would be pretty quick and pretty fast. The whole reason for the cover-up is economics. It's money. If you don't have to pay for fuel, then the world changes dramatically. The banks live off of oil and gas. So they're just protecting their own interests? They're protecting the banks, and banks run the world. When Viking landed in 1976, I'm standing there looking at a monitor with Carl Sagan. Carl is on my left, some NBC guys are on my right, and we're looking at this first color image come in, downlink, live from Mars, and it looks like Arizona. I saw some of the pictures, and it's a clear resolution. Well, Mr. President, right now, all we're seeing is a landscape with maybe blue sky in the distance. Then, a few hours later, the head guys sent technicians around to tweak the red knobs on all the monitors in the entire lab. Certain individuals have the political power to keep all of us in the dark about our heritage. They started in 1976 by changing the color of Mars so it would never really look like what it is, which is apparently a lot like Arizona. An error was made. The Martian sky, the scientists now say, is pinkish. This is the first color picture of the Viking 2 landing site, proving that this area of Mars is red, just as the Viking 1 site was. Yes, I was specifically appointed to go to Mars, and the mission was to have taken place in the 1980s. But history got rewritten. In 1968, the Johnson Space Center announced that these Mars missions would be canceled. But your interest in Mars has continued. Oh, absolutely. The fact is, there may have been a civilization there once that was, basically was wiped out. NASA was recovering up quite a bit. In the past, Mars was certainly more Earth-like. There was liquid water there. We see the erosional features, dried up riverbeds, lakes. We may be looking at our own future by looking at Mars. My provisional conclusion is that there's something very significant about Mars that they don't want us to know about. If they really have been on Mars since the 1980s or even earlier, then what an incredible story to share with the whole human race. Why keep it secret? So the big picture here... The United States government has had operational teleportation capability in which somebody can literally jump through a tunnel in the time-space continuum uninjured since 1967-68. I'm sorry to interrupt you, but how do you know this? I took 2 trips to Mars. I was 19, I was at UCLA. They put a CIA officer sort of in my life as a contact officer. I was asked if I wanted to go to Mars. I said, no, I don't want to go to Mars. And I finally said to him, why is it essential that I go? And he said, because the survival of the human race depends on it. It was initiated under the United States Navy, ultimately organized around the Defense Advanced Research Projects Agency, or DARPA. But the thrust of it was gathering intelligence for the Central Intelligence Agency. There has been an extraterrestrial presence on Mars for 100,000 years, for God's sake. Why do you want to tell us this? It's got to be brought out. The mass of people out there need to know what this is all about. There is a major ongoing facility on Mars right now. What can you tell us about that? There's a space facility which Mariner 9 photographed on the equator years and years ago, which NASA released accidentally, but then they denied they ever took the picture. We go to Mars regularly. We go to the moon regularly. How is that possible? We're dealing with major extraterrestrial intelligence. We have science that we use every day that's over 100 years beyond what establishment science has any idea about. Infinite energy forever for nothing. But it's not to be shared. It's not to be even admitted
But the average guy out there who's paying for his air conditioning and buying gas for his old clunker does not have any idea. Have you ever really looked at the evidence? No. There's a shadow government. It has its own army, its own air force, its own navy that is totally separate and beyond everything that goes on in Washington. De proposer des zones pour les vacances d'été. Moi, je ne sais pas, mais vous allez vous exprimer et nous dire. Hein. Allez-y, 9h11 minutes. Nous allons commencer, et j'y tiens, parce que ce matin, malheureusement, je devais avoir une opposante syrienne, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi elle n'était pas en ligne avec moi. Elle devait être à 7h40 notre invitée. Elle s'appelle Lama Atassi. C'est une figure de l'opposition syrienne. On devait parler de ce qui se passe dans son pays. Eh bien, Stéphane est d'origine syrienne. Sa famille est là-bas. Et je suis très content qu'il témoigne. Il est à Paris. Stéphane, bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Jacques. Merci vraiment d'être. Oui, je vous entends très bien Stéphane. Oui, et je tenais absolument à ce que nous commencions avec la Syrie. Votre famille est là-bas. Oui, exactement. À quel endroit? À Damas? À Damas, Stéphane? Non, en fait, nous sommes originaires de Hama, justement, la ville dont vous parliez, justement. Alors, juste une petite parenthèse concernant Hama. Il y avait, paraît-il, 500 000 personnes vendredi dans les rues d'Hama. Hama, c'est une grande ville, Stéphane? Non, justement, c'est ce que je trouve assez aberrant, puisque la ville représente en tout, avec ses banlieues, 500 000 personnes. Donc comment peuvent sortir 500 000 personnes dans les rues? Venues de partout, Stéphane. Venues de partout, c'est-à-dire, je vous dis que Hama et sa banlieue représentent 500 000 personnes. Oui. C'est une petite ville, à peu près la 5e ville de Syrie. Il y a eu en effet des manifestants qui sont sortis le vendredi, et qui représente à peu près 10 à 20 000 personnes. Pour vous, il n'y a eu que 10 à 20 000 manifestants? Exactement, 10 à 20 000 personnes qui se sont agglomérées au niveau de la place qu'on appelle Saht el-Afi, ça veut dire la place du fleuve Oronte. Oui. Et qui s'agglomèrent ici tous les vendredis en sortant de la mosquée. Voilà, et donc je voudrais témoigner aussi justement de l'impuissance face à ce qu'on peut entendre un peu tout et n'importe quoi sur la Syrie, à savoir que, certes, il y a des manifestations, mais cela ne représente absolument pas la majorité de la population. Pourquoi montrer à tout prix des vidéos prises sur un portable représentant à peine une centaine ou voire 500 personnes, en occultant à côté des millions de personnes en soutien à la Syrie, notamment en France et partout dans le monde. En soutien au président Bachar al-Assad. Au président et à la Syrie, en particulier à la Syrie. Non, mais attendez. Ce n'est pas que pour le président. Cessez de faire des amalgames. Je suis désolé, il y a des amalgames partout dans tous les journaux. Mais s'il y avait peu, Stéphane, pardonnez-moi. Mais à la Syrie. Moi, je vous dis, ma mère revient de Syrie il y a 2 semaines, elle est revenue. Elle est revenue presque en fuite parce qu'elle a reçu des menaces de mort, parce qu'elle refusait de soutenir ces gens-là. Je suis désolé. En Syrie, aujourd'hui, il y a des bandes armées qui viennent terroriser la population. Ils les terrorisent. On a menacé de brûler notre maison sous prétexte qu'on ne participait pas assez activement aux manifestations. Alors je suis désolé, je veux rétablir la vérité. Il y a eu des morts, certes il y a eu des bavures policières. Ça c'est un fait indéniable. Mais n'oubliez pas de dire qu'il y a aussi des gens qui ont attaqué des policiers, notamment dans ma ville de Hama où j'étais très choqué de voir un policier pendu et mutilé après sa mort. La vidéo est disponible sur YouTube. Et les gens ne s'en cachent pas. Il y a des gens qui meurent tous les jours de ces bandes armées, qui veulent à tout prix foutre le chaos en Syrie. Je suis désolé, cela ne représente pas du tout la majorité de la population. Et la majorité de la population est contre ce chaos. Mais Stéphane, moi je veux bien croire qu'il y ait peu de manifestants et qu'il y ait peu d'opposants au régime syrien. Alors pourquoi est-ce que le régime syrien fait donner l'armée, les milices, la police? Je vais vous dire une chose. Quand on a 120 policiers qui sont tués en l'espace de 2 jours, il faut envoyer l'armée. C'est que l'effectif policier ne suffit pas. D'ailleurs, on peut le remarquer ici même en France, un pays qui se dit être démocratique, où on préconise d'envoyer l'armée à Sevran, une petite ville de banlieue, car la police ne fait plus face à certaines bandes armées. Alors je suis désolé, à un moment donné, il faut dire stop. Il y a des gens qui sont armés et qui terrorisent les populations. Je vous le dis, aujourd'hui, je devais descendre cette année en Syrie, je n'ai plus le courage d'y aller car j'ai peur des représailles. Car, tout ce qui est
assimilé pro-régime ou je ne sais quoi, est considéré comme un traître et donc puni de mort. Je suis désolé. Et tout ça... Si j'ai bien compris, on est puni de mort de tous les côtés en Syrie aujourd'hui. Non, je suis désolé, puisque regardez justement la contradiction dans laquelle vous tombez. Allez-y, non, mais moi je... Non, mais si vous dites qu'il y a autant de manifestants, c'est qu'il y a une possibilité de manifester. Oui, enfin, les manifestations qui sont très vite réprimées. Très vite réprimées, je suis désolé. Si elles étaient très vite réprimées, le peuple ne sortirait plus et aurait peur. Je suis désolé. Quand on attaque un policier, écoutez, dans n'importe quel pays au monde, lorsqu'on attaque un policier, il faut s'attendre à des représailles. Le policier ou l'armée ou qui que ce soit qui représente l'État est un endroit sacré. Peu importe le régime ou qui que ce soit, quel pays, on ne peut attaquer impunément un lieu appartenant au droit, au bien commun. Tout simplement. Aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des gens, nous, en Syrie, certes, il y a un régime qui dure depuis 40 ans. Je suis d'accord, il dure depuis 40 ans. Un régime qu'on se transmet de père en fils. Qu'on se transmet. Et on s'enrichit. Pardon, mais c'est comme en Tunisie ou en Égypte, on s'enrichit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La France était la première à soutenir la Tunisie et la première à soutenir l'Égypte. Ah, mais ça, vous avez raison. Jusqu'à présent, personne ne s'en indignait. Oui, ça c'est vrai. Insister sur le fait que, pour l'instant, je n'ai pas vu de personnes s'insurger contre le roi d'Arabie Saoudite, tous les présidents sont membres de sa famille. Vous avez raison. Il y a même tous les pays du Golfe. Or, ils sont décrits par le président Barack Obama comme un exemple à suivre. Ça, vous avez raison. Alors, je suis désolé. Au contraire, nous ne sommes pas un pays le plus démocratique du monde, mais on a quand même certains droits. Il y a quand même certains droits. De plus, j'aimerais ajouter, Monsieur Bourdin, que je suis extrêmement choqué que vous disiez dans vos propos des termes confessionnels du type le régime alaouite, le régime ceci. Je suis désolé. En faisant ça, vous ignorez totalement la composition de la société syrienne qui est une mosaïque de oui, les alaouites sont ultra minoritaires en Syrie. Ils ne sont pas ultra minoritaires, ils représentent 20% de la population. Cela étant, ce n'est pas une raison pour les stigmatiser et pour mettre... Non, mais je stigmatise pas, je dis qu'il y a des risques d'affrontements confessionnels entre les différentes familles. Attendez, moi c'est ce que je dis. S'il vous plaît. Oui. Le premier ministre actuel, Adel Safar, est un sunnite. Tous ces ministres, la plupart sont soit sunnites, soit chrétiens orthodoxes, soit chrétiens maronites. Je suis désolé. En Syrie, on est un pays, en premier lieu, laïque. On est laïque. Vous pouvez appeler ça une dictature ou ce que vous voulez. On est d'abord laïque. Moi-même, qui suis sunnite, je soutiens. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette bande de salafistes qui terrorise la population. Je suis désolé. Je suis absolument désolé. En Syrie, nous sommes multiconfessionnels. En Syrie, nous nous aimons les uns les autres. Entre chrétiens, il n'y a jamais eu de problème. Je vais tous les ans en Syrie et je n'ai jamais ressenti aucune gêne, que ce soit vis-à-vis des alaouites, que ce soit vis-à-vis des chrétiens. Mon meilleur ami est un chrétien. Ce n'est absolument pas un problème. Il ne faut pas mettre ça en avant, dire que c'est un régime alaouite qui sous-entendu aurait pris le pouvoir comme une espèce de mafia pour terroriser la population. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. N'importe quel expert de la Syrie et qui s'y soit rendu vous le dira, ce n'est absolument pas vrai. Il y a une minorité, le plus, je voudrais ajouter que justement la minorité alaouite vivent dans des villages, dans les montagnes, alors qu'ils ne sont absolument pas en contact avec la population de notre région. Merci Stéphane, dans tous les cas. Merci, vous avez pu vous exprimer. La vérité, et merci à vous de m'avoir écouté. Merci Stéphane. Bonne journée. Au revoir Stéphane. Allez, ça va faire réagir, j'en suis absolument certain. Marie Régnier. Mais je vais prendre Jacques. La marcia di oggi a Parigi, che cos'è? È una marcia che ha centrato il problema dopo i fatti tragici che abbiamo dovuto analizzare o che cos'altro? Assolutamente no, questa marcia è una dimostrazione di retorica pensata dai gruppi dirigenti europei che sono nel pieno della più grave crisi della storia europea e che cercano di compattarsi ma sono divisi e sono completamente impotenti di fronte a ciò che accade. Questa è la prima mia osservazione. La seconda osservazione mi colpisce il fatto che fino ad ora nessuno ha detto una cosa che invece secondo me frulla nella testa di milioni di italiani, anzi direi di decine di milioni di europei. Lo dico perché lo so. Ed è questa.
Ma voi avete dato per scontata che la versione degli avvenimenti di Parigi sia quella vera. Non è così. La versione degli avvenimenti di Parigi, non casualmente, alcuni giornalisti intelligenti l'hanno subito paragonata all'11 di settembre. L'hanno chiamato l'11 di settembre europeo o parigino. Credo Perché che tu ci sia... l'11 settembre hai la tua versione dei fatti. Naturalmente con la mia versione dei fatti. Sono 15 anni che mi occupo di questo e continuerò a farlo, ma adesso che cosa sta accadendo? Vedi, curioso che ci sono milioni di persone in questo paese e fuori che cominciano a fare la connessione necessaria. Ah, l'11 di settembre, e questa roba qui che è successa sotto i nostri occhi e di cui ancora non abbiamo nessuna attendibile, decente versione, non sono simili? Sono simili. Questa è la prima cosa da fare. Allora, siamo ancora molto lontani a vedere la verità. Tu ti riferisci ai tanti buchi neri che ci sono nella ricostruzione dei fatti, dalla carta d'identità all'indirizzo sbagliato. Naturalmente, no, aggiungo, perché in questi giorni stanno circolando su internet e sul web un sacco di documenti che la gente comune che legge i giornali e guarda le televisioni non ha visto. Io oggi pomeriggio ho guardato una bellissima intervista all'ex ministro degli esteri francese Roland Dumas, data a una televisione francese, dove lui dice apertamente, senza neanche fare tanta diplomazia, dice: ma io sono stato consultato alcuni anni fa se volevo partecipare alla detronizzazione di Gheddafi. È stata organizzata da tempo, mi hanno chiamato gli inglesi, mi hanno chiesto se volevo partecipare, io ho detto no grazie, perché io non ritengo che sia giusto, ma ci ha detto che stavano preparando da tempo l'assalto contro la Libia e contro Gheddafi. Ma questo cosa c'entra rispetto ai fatti di Parigi? C'entra, perché adesso ti dico l'altra mia cosa che volevo esplicitare. Mentre sentivo la discussione mi veniva in mente il proverbio: chi semina vento raccoglie tempesta. Poi ho pensato no, non basta, chi semina tempesta raccoglie tempesta, e questa è ancora una parte della verità. Io dico di più. Noi abbiamo, quando dico noi, dico gli Stati Uniti d'America e una parte dell'Occidente, abbiamo creato con le nostre mani il terrorismo islamico e lo abbiamo scatenato contro un'altra parte dell'Occidente. Questo abbiamo fatto e ci sono le prove abbondanti di quello che sto dicendo. La domanda che io faccio a tutti quelli che ci ascoltano è questo: ponetevi voi la domanda: ma come si fa a costruire un esercito di oltre 50.000 uomini in meno di un anno, cioè l'esercito del cosiddetto Stato islamico? Come si fa se non ci sono dietro miliardi di dollari? E chi è che ha pagato questo? L'Arabia Saudita. Ma se forse la signora Stansantanché pensa che i servizi segreti dell'Arabia Saudita siano scollegati da quelli americani, se lo pensa si sbaglia. I servizi segreti arabo-sauditi, quelli della Turchia, quelli del Qatar, sono delle filiali della CIA, e quindi se partono milioni e milioni di dollari per finanziare un esercito di 50.000 uomini, bisogna andare a vedere da dove è nato tutto questo. E poi posso aggiungere di molto di peggio, perché la guerra contro la Siria è stata organizzata dagli europei, e lo sappiamo tutti benissimo perché abbiamo visto la faccia del senatore McCain fotografata in decine di fotografie accanto ai capi dell'ISIS 2 anni fa. 2 anni fa. Che ci faceva il senatore McCain in Siria? Da dove arrivano le armi al cosiddetto esercito siriano libero? Da dove arrivavano? Dalla Turchia, paese della NATO. Da dove vengono le complicità? No, fammi finire questo discorso, perché io ho partecipato come deputato europeo alla commissione sulle cosiddette carceri segrete della CIA. Ci ho scritto pure un libro, dalla quale emerge con tutta evidenza che i servizi segreti europei sono da anni filiali della Central Intelligence Agency, incluso quello italiano, di cui abbiamo le prove. Quindi come fa la Francia a difendersi se i suoi
i servizi segreti sono alle dipendenze degli Stati Uniti d'America. Ci sentiamo Questo ancora è quello che è dopo. accaduto in Francia. Mario Adinolfi. A me dispiace.